Un homme crie dans le vide d'un atelier abandonné, ayant tout perdu en 6 mois, quand un enfant frappe à sa porte sous la tempête et change absolument tout. Pourquoi certains traversent l'enfer pour découvrir leur véritable destin? Laisse un commentaire si tu as déjà senti que tes pires moments cachaient quelque chose de plus grand. Si cette histoire te touche, abonne-toi. Active les notifications, parce que ce qui va suivre va bouleverser ta façon de voir la douleur, la perte et la transformation. Tu vas découvrir pourquoi rien n'arrive par hasard, même quand tout semble s'effondrer. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Le vent fouettait les fenêtres du petit atelier comme des poings désespérés, cherchant refuge. Théo ferma les yeux, essayant de bloquer le bruit, mais il était impossible d'ignorer la tempête, aussi bien dehors que dans sa poitrine. Il avait tout perdu en 6 mois. D'abord, le licenciement. 23 ans dédiés à la même entreprise de bâtiment, se levant avant l'aube, sacrifiant les dimanches, construisant des immeubles pour les autres pendant que sa propre vie s'effondrait sans qu'il le remarque. Un jour, sans préavis, on lui avait remis une boîte avec ses affaires et une poignée de main froide comme le marbre. Le directeur n'avait même pas eu le courage de le regarder dans les yeux. Puis vint la maladie de sa mère. Cancer avancé. Les nuits à l'hôpital sentaient le désinfectant et le désespoir. Il tenait sa main rideuse tandis qu'elle lui chuchotait « Dieu a un plan, mon fils, il en a toujours un ». Théo acquiesçait, mais intérieurement rugissait une question qu'il n'osait jamais prononcer. Quel genre de plan inclut tant de douleur? Et finalement, il y a 3 semaines, sa femme, Amélie, avait pris ses valises. « Je ne peux plus supporter cette obscurité, Théo. Tu es devenu un fantôme. » La porte s'était refermée derrière elle avec un son qui résonnait encore dans le silence de l'atelier vide. Maintenant, à 52 ans, Théo se retrouvait seul dans le vieux atelier d'ébénisterie de son père, un endroit qu'il avait abandonné des décennies auparavant pour poursuivre la stabilité d'un travail corporatif. Les outils pendaient au mur comme des reliques d'une autre vie, couverts de poussière et de reproches silencieux. Ce soir-là, tandis que la pluie battait le toit de zinc avec une furie primitive, Théo leva les yeux vers le plafond taché et cria pour la première fois de sa vie « Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça ?» Sa voix se brisa en sanglots qu'il avait contenus pendant des mois. Il se laissa tomber sur l'établi et entre les larmes, ses doigts effleurèrent quelque chose de gravé dans le vieux bois. D'une main tremblante, il essuya la poussière et lut les mots que son père avait gravés des décennies auparavant. Rien n'est hasard. Le bois le plus dur fait les meubles les plus beaux. Théo ferma les yeux. Il se souvint de son père, un homme de peu de mots mais aux mains sages, lui expliquant que le bois de chêne, le plus résistant, était aussi celui qui souffrait le plus. Il mettait des décennies à pousser, supportait des gelées brutales, des sécheresses implacables, et seulement alors était-il prêt à devenir quelque chose d'extraordinaire. Le pin pousse vite et facilement, avait dit son père, mais il se fend, il pourrit. Le chêne prend son temps, il souffre, mais un meuble en chêne dure des siècles. « Suis-je du bois de chêne ?» murmura Théo dans le vide, sentant le ridicule de la question. À ce moment, un coup à la porte le fit sursauter. Il était presque 11 heures du soir. Qui viendrait à cette heure avec une telle tempête? Il ouvrit la porte et trouva un garçon trempé, pas plus de 10 ans, avec des yeux immenses et effrayés. Il tremblait de froid. « Monsieur, ma maman, nous avons besoin d'aide. Notre toit s'est effondré avec la tempête. Nous n'avons nulle part où aller. » Théo cligna des yeux, abasourdi. Tous ses problèmes semblèrent se figer face à l'urgence dans la voix de l'enfant. Sans réfléchir à 2 fois, il prit sa veste. « Conduis-moi à elle !» Tandis qu'il suivait le petit sous la pluie, quelque chose commença à bouger en lui. Il ne savait pas que cette nuit serait le premier pas d'un chemin qui le transformerait à jamais. Il ne savait pas que Dieu répondait déjà à sa question. La maison de la femme était à peine une cabane aux marges du village. Quand Théo entra, il trouva une jeune mère, pas plus de 30 ans, tenant un bébé contre sa poitrine tandis que l'eau gouttait par un énorme trou dans le toit. Ses yeux reflétaient la même panique qu'il avait vue dans le miroir pendant des mois. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle d'une voix brisée. « Mais mon fils a dit que vous étiez ébéniste. J'ai pensé... » « Peu importe, » interrompit Théo, ressentant un calme étrange. «
Je verrai ce que je peux faire. » Durant les 3 heures suivantes, sous la lumière d'une lampe à pétrole, Théo travailla. Ses mains, qui avaient oublié le toucher du bois, se souvinrent de chaque mouvement comme si c'était hier. Il cloua, ajusta, scella. C'était une réparation temporaire, mais au moins elle résisterait jusqu'à ce qu'il puisse obtenir des matériaux adéquats. La femme, qui se présenta comme Sophie, préparait un café léger et le lui offrit d'une main tremblante. « Je ne sais pas comment vous remercier. Mon mari nous a quittés il y a 1 an. Je travaille à la boulangerie, mais ce n'est pas assez pour tout réparer. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit Théo, surpris de la sincérité de ses propres mots. Parfois, aider les autres est la seule façon de s'aider soi-même. Il ne savait pas d'où venait cette phrase. Elle sonnait comme quelque chose que son père aurait dit. Quand il retourna à l'atelier cette nuit-là, épuisé mais étrangement moins vide, il trouva une note glissée sous la porte. C'était de Monsieur Rousseau, le propriétaire de la quincaillerie du village. « J'ai su ce que tu as fait pour Sophie. J'ai 3 travaux de réparation en attente. Si ça t'intéresse, viens demain. » Théo tint le papier d'une main tremblante. C'était petit, insignifiant peut-être, mais c'était quelque chose, un fil duquel tirer. Les jours suivants devinrent des semaines. Théo accepta chaque travail qu'on lui offrait. Réparer une fenêtre, construire une bibliothèque, restaurer une table ancienne. C'étaient de petits travaux, mal payés, rien comparé à son ancien salaire. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Chaque pièce de bois qu'il sculptait semblait porter une histoire. La table qu'il restaura était celle où une famille dînait ensemble chaque dimanche. La bibliothèque qu'il construisit garderait les rêves d'une petite fille qui aimait lire. Chaque travail était petit, mais important pour quelqu'un. Une après-midi, tandis qu'il ponçait un cadre de fenêtre, arriva un homme âgé avec une canne. Il se présenta comme le père Benoît, le prêtre du village. « Je ne suis pas religieux », avertit immédiatement Théo avec une défensive qui le surprit lui-même. Le père sourit avec des yeux fatigués mais bienveillants. « Je ne suis pas venu te prêcher, mon fils. Je suis venu parce que j'ai besoin d'une faveur. L'église a des bancs cassés et nous n'avons pas de fonds pour les réparer. Je sais que tu n'as aucune raison d'aider Dieu après tout ce que tu as traversé. » Théo se tendit. « Comment savez-vous ? Dans les petits villages, les tempêtes intérieures sont aussi visibles que les extérieures, » répondit le père avec douceur. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Dieu ne cause pas nos tempêtes, mon fils. Il marche simplement avec nous à travers elles, et parfois il les utilise pour nous emmener exactement où nous devons être. » Théo voulut répondre avec amertume, mais les mots moururent dans sa gorge. À la place, il acquiesça. « Je verrai ce que je peux faire avec les bancs. » Le père Benoît posa une main sur son épaule. « Le bois brisé peut être réparé, Théo. Et les âmes aussi. » Ces mots le poursuivirent pendant des jours. Des jours. Le travail à l'église prit 2 semaines. Théo s'y plongea avec une intensité qui frôlait l'obsession. Chaque banc était un puzzle. Bois fissuré par des décennies de poids et de prières, joints desserrés qui devaient être renforcés sans perdre l'intégrité de la pièce originelle. C'était frustrant, c'était méticuleux, c'était, d'une étrange façon, sacré. Une après-midi, tandis qu'il travaillait seul dans l'église vide, Amélie arriva. Théo leva les yeux et faillit lasser tomber le marteau. Il ne l'avait pas vue depuis qu'elle était partie. Elle était différente. Plus mince, avec des cernes qui suggéraient qu'elle non plus n'avait pas trouvé la paix qu'elle cherchait. « J'ai su que tu étais ici, » dit-elle d'une voix douce, presque timide. « Je voulais voir... » Ils restèrent en silence. Le poids de tout ce qui n'était pas dit flottait entre eux comme de la poussière dans les rayons de soleil traversant les vitraux. « Je me suis trompé, » chuchota finalement Amélie, les larmes aux yeux. « Je pensais que tu étais devenu un fantôme, mais la vérité est que je m'évanouissais aussi. J'ai fui parce que j'avais peur d'affronter la douleur avec toi. Je pensais pouvoir échapper à l'obscurité, mais j'ai seulement trouvé plus de solitude. » Théo posa son outil et marcha vers elle. Pour la première fois en moi, il l'avait vraiment. Non pas comme la femme qui l'avait abandonné, mais comme quelqu'un d'aussi brisé et perdu que lui. « Je me suis trompé aussi, » admit-il d'une voix rauque.
Je me suis enfermé dans ma douleur et je t'ai repoussé. Je pensais que j'étais le seul à souffrir, que le monde avait conspiré contre moi. Je n'ai pas vu que tu te noyais aussi. » Amélie s'effondra et Théo la tint. Ils pleurèrent ensemble là, dans l'église silencieuse, entre les bancs cassés et les outils éparpillés. C'était laid, douloureux, complètement humain. « Je ne sais pas si nous pouvons réparer notre relation, » dit-elle entre les sanglots. « Elle est tellement brisée. » Théo regarda les bancs autour de lui. Le bois brisé peut être réparé, répéta-t-il les mots du père Benoît. Ça prend du temps, de la patience, et accepter qu'il ne sera jamais exactement comme avant, mais il peut redevenir fort, peut-être même plus fort. Cette nuit-là, Amélie resta. Pas dans l'atelier, mais dans la petite chambre que Théo avait louée au-dessus de la boulangerie. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, non pas de réconciliation ou de promesses, mais de blessures, de peur, et de l'honnêteté brutale qui ne vient qu'après avoir touché le fond. Mais l'épreuve la plus dure était encore à venir. Une semaine plus tard, Théo reçut un appel qui lui glaça le sang. Monsieur Rousseau avait eu un accident à la quincaillerie. Une étagère mal fixée s'était effondrée sur lui. Il était gravement à l'hôpital. Théo courut à l'hôpital, le cœur battant violemment. Monsieur Rousseau avait été le premier à croire en lui, à lui donner du travail quand personne d'autre ne le ferait. Dans la salle d'attente, il trouva la famille de Monsieur Rousseau, sa femme, ses 3 enfants, tous avec des visages pâles de terreur. La femme, Madame Rousseau, le vit et s'accrocha à lui. « C'était l'étagère que tu as réparée il y a 2 semaines, » sanglota-t-elle. « La police enquête pour savoir si c'était de la négligence. » Les mots tombèrent sur Théo comme des pierres. Le monde s'arrêta. Tout ce qu'il avait reconstruit, chaque petit pas en avant, chaque lueur d'espoir s'évanouit. Si M. Rousseau mourait par sa faute, si son travail avait été déficient, il tomba à genoux dans le couloir de l'hôpital. La même question rugit dans son âme. « Pourquoi ? Pourquoi, quand je vois enfin une lumière, tu me l'arraches ?» Le père Benoît apparut. Il s'agenouilla à côté de Théo. « Les réponses que tu cherches ne sont pas au ciel, mon fils. Elles sont dans la façon dont nous répondons quand tout s'effondre. » Théo leva des yeux remplis de rage. « Vous ne comprenez pas, j'aurais pu le tuer. Tout ce que je touche se détruit. » Ou peut-être, dit le père avec une douceur implacable, tout ce qui se détruit t'enseigne à construire quelque chose de vrai. Monsieur Rousseau survécut, mais l'enquête révéla quelque chose qui détruisit et sauva Théo en même temps. L'accident n'était pas la faute de sa réparation. L'étagère avait été heurtée par un chariot élévateur conduit négligemment par un nouvel employé. Le travail de Théo, en fait, avait empêché un effondrement complet qui aurait pu tuer 3 personnes de plus. Quand M. Rousseau se réveilla, la première chose qu'il demanda fut de voir Théo. « J'ai entendu ce que tu pensais, » dit l'homme âgé d'une voix faible mais ferme, tenant la main de Théo. « Que tu étais une malédiction, que tout ce que tu touchais se détruisait. Mon fils, ce n'est ni de la foi ni son absence. C'est de l'orgueil déguisé en humilité. » Théo cligna des yeux confus. M. Rousseau continua. Tu pensais être assez puissant pour tout contrôler, et quand les choses ont mal tourné, tu as pensé être assez puissant pour tout détruire. Les deux sont faux. Nous ne sommes ni les architectes de nos tempêtes, ni les seuls responsables de notre salut. Nous sommes simplement du bois entre les mains du sculpteur. Ces mots résonnèrent dans Théo comme un gong. Mais alors, quel est mon rôle ? Le vieil homme sourit faiblement. Choisir comment répondre. Le bois ne peut pas choisir l'arbre dont il vient, ni la tempête qui le teste. Mais il peut choisir de devenir un banc qui soutient les fatigués, une table qui rassemble les familles. La dignité n'est pas dans ce qui nous arrive, mais dans ce que nous en faisons. Cette nuit-là, Théo retourna à l'église. Il s'assit sur l'un des bancs qu'il avait réparés et, pour la première fois en mois, ne pria pas pour des réponses. Il priait pour la sagesse de voir le sens dans le chaos. Le père Benoît le rejoignit dans l'obscurité. « Vous aviez raison, » murmura Théo. « Je cherchais les réponses au ciel, quand elles étaient ici, dans mes mains. » Le prêtre hocha la tête. « Il y a une vieille légende parmi les ébénistes français.
Ils disent que Dieu est comme un maître artisan. Il ne choisit jamais le bois le plus facile à travailler. Il choisit le plus résistant, celui avec les nœuds les plus compliqués, les fissures les plus profondes. Parce que c'est ce bois-là qui, une fois terminé, racontera l'histoire la plus belle. « Mais pourquoi ça doit faire si mal ?» demanda Théo, la voix se brisant. « Parce que la transformation n'est jamais douce, mon fils. Le bois doit être coupé, poncé, sculpté. Chaque coup de ciseau fait mal, mais ce n'est pas de la cruauté, c'est de la création. La douleur que tu as entendue, les pertes que tu as subies, ne t'ont pas détruit, elles t'ont préparé. Préparé pour quoi ? Le père sourit. Pour devenir exactement qui tu devais toujours être. Le lendemain matin, Théo reçut une visite inattendue. C'était Marie, la directrice de l'école du village. « Nous construisons un nouveau bâtiment pour les enfants, » expliqua-t-elle, « et nous avons besoin d'un ébéniste pour créer les pupitres, les bibliothèques, les bancs, quelqu'un qui comprend que chaque pièce de bois a une âme. J'ai vu ton travail à l'église, tu es cet homme. » C'était un grand projet, plus grand que tout ce que Théo avait fait. La peur menaçait de le paralyser, mais ensuite il se souvint des mots de M. Rousseau. « Nous choisissons comment répondre. »« J'accepte, » dit-il, sentant quelque chose de nouveau naître en lui. Pas de l'espoir, pas encore, mais du courage. 6 mois plus tard, l'école fut inaugurée. Les enfants coururent à travers les salles, s'asseyant sur les bancs que Théo avait sculptés avec tant de soin. Chaque pupitre portait une petite plaque avec une phrase gravée. « Rien n'est hasard. » Théo resta à l'arrière de la cérémonie, observant. Amélie était à ses côtés, sa main dans la sienne. Ils n'avaient pas toutes les réponses. Leur mariage était encore fragile comme du bois fraîchement collé. Mais ils travaillaient dessus, chaque jour, avec patience et amour. Sophie était là aussi, avec ses enfants. Son toit avait été complètement réparé, et maintenant, elle travaillait comme assistante de Théo dans l'atelier. « Vous m'avez sauvé cette nuit », lui avait-elle dit un jour. « Mais je pense que je vous ai sauvé aussi. » Le père Benoît s'approcha de Théo, les yeux brillants. « Tu as ta réponse maintenant ?» Théo regarda autour de lui. Chaque personne dans cette salle était connectée à lui d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée 6 mois auparavant. Chaque douleur, chaque perte, chaque nuit où il avait crié au ciel l'avait conduit ici. « Je pensais que Dieu m'avait abandonné, » dit Théo lentement. « Mais il me préparait. Chaque chose que j'ai perdue était quelque chose qui m'empêchait de devenir qui je devais être. Mon travail m'a donné de l'argent, mais m'a volé mon âme. La maladie de ma mère m'a brisé, mais m'a appris la valeur de chaque moment. Perdre Amélie m'a montré que je ne pouvais pas fuir la douleur. Je devais l'affronter. » Le prêtre sourit. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je comprends, » dit Théo, les larmes coulant librement. « Dieu ne permet pas que de mauvaises choses nous arrivent pour nous punir. Il les permet parce qu'elles sont les seules qui peuvent nous transformer. La chaleur qui forge l'acier, le ciseau qui révèle la sculpture, la tempête qui enracine l'arbre plus profondément. » Il fit une pause, regardant les enfants rire et jouer. Rien n'est hasard. Chaque douleur a un pourquoi. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il nous aime assez pour ne pas nous laisser rester petits et non transformés. Cette nuit-là, Théo retourna à l'atelier. Sur l'établi, il commença à sculpter une nouvelle pièce. C'était en cadre pour la phrase de son père. « Rien n'est hasard. Le bois le plus dur fait les meubles les plus beaux. » Mais en dessous, il ajouta ses propres mots. « Nous ne choisissons pas nos tempêtes, mais nous choisissons qui elles nous transforment. Et c'est dans ce choix que Dieu nous rencontre, pas pour nous sauver de la douleur, mais pour nous transformer à travers elle. » Quand il termina, Amélie entra dans l'atelier. Elle regarda le cadre et lut les mots en silence. Puis, elle prit la main de Théo. « C'est beau, » murmura-t-elle, « comme toi, brisé, réparé et plus fort qu'avant. » Théo la prit dans ses bras et, pour la première fois depuis longtemps,
il sentit quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. La gratitude. Pas de la gratitude pour la douleur elle-même, mais pour ce qu'elle lui avait enseigné, pour les personnes qu'elle avait mises sur son chemin, pour l'homme qu'elle avait forcé à devenir. À l'extérieur, la pluie commença à tomber doucement, mais cette fois, Théo sourit en écoutant. Ce n'était plus une tempête, c'était simplement la pluie qui nourrit les racines, qui prépare la terre pour une nouvelle croissance. Rien n'est hasard. Les mauvaises choses nous arrivent, non pas parce que nous sommes maudits, mais parce que nous sommes aimés assez pour être sculptés en quelque chose de plus grand. Et quand nous acceptons cela, quand nous arrêtons de lutter contre le ciseau et commençons à faire confiance aux mains du sculpteur, nous découvrons la plus grande vérité. La douleur n'est pas la fin, c'est le début de notre transformation. Et c'est ainsi que Théo a compris la vérité que beaucoup ignorent toute leur vie. Nos tempêtes ne viennent pas nous détruire, elles viennent nous sculpter. Chaque perte, chaque douleur, chaque nuit où tu as pleuré en demandant pourquoi, c'était le ciseau qui révélait qui tu devais vraiment devenir. Dis-moi en commentaire quelle tempête t'a le plus transformé dans ta vie. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui traverse sa propre tempête en ce moment. Abonne-toi pour plus d'histoires qui changent les perspectives. Et rappelle-toi, rien n'arrive par hasard. Le bois le plus dur fait les meubles les plus beaux, et tu es ce bois précieux entre les mains du sculpteur.